Bonjour à vous, bienvenue et merci pour l'attention que vous voulez bien m'accorder présentement. Je vais donc en une vingtaine de minutes vous présenter l'artiste Pierrick Saurin sur un mode plutôt biographique. Alors 20 minutes c'est court, je vais donc aborder les choses de manière superficielle, mais je vais toutefois essayer d'effectuer un survol assez complet de son parcours et évoquer les différents types d'œuvres qu'il a réalisées. Alors une précision technique, je dispose d'un outil assez innovant pour illustrer mon propos, puisque devant moi se trouve une sorte d'écran de polyméthacrylate de méthyle, autrement dit plexiglas. Alors vous ne le voyez pas, mais il est bien là. Et grâce à une petite pédale cachée sous mon bureau, je vais pouvoir faire apparaître des images sur cet écran et je disparaîtrai derrière parfois. Alors ces images sont parfois de mauvaise qualité car anciennes. Alors Pierrick Saurin est un artiste qui vit et travaille à Nantes, ville où il est né en 1960, famille de classe moyenne, disons sa mère est secrétaire et son père agent commercial à la SNCF. Ce ne sont pas des intellectuels, mais ils sont ouverts à la culture de leur temps. Il arrive que le dimanche matin, le petit Pierrick se réveille en entendant des œuvres de Boulez ou de Xenakis, compositeurs bien connus de musique contemporaine. Ses parents s'intéressent au théâtre également, et Pierrick va ainsi découvrir très jeune des pièces de Samuel Beckett ou la pièce Ubu Roi d'Alfred Jarry. Des pièces en rapport avec le courant de théâtre dit de l'absurde. Et il ira régulièrement au cinéma, voir en particulier des films de Jacques Tati, et l'influence de Tati d'ailleurs est assez évidente dans l'œuvre saurinienne. En 2008, pour une exposition sur Jacques Tati, concoctée par Macha Makeyev à la Cinémathèque française, il réalisera une petite œuvre à effet holographique intitulée Hommage à Tati. Pour l'occasion, l'artiste d'ailleurs portera des vêtements provenant de la véritable garde-robe du célèbre réalisateur. Alors Pierrick Saurin est fils unique, c'est un élément biographique important puisque, étant souvent seul, il va beaucoup dessiner, rêvasser et ainsi développer des activités liées à l'imaginaire. Il va en particulier réaliser des petites bandes dessinées dans lesquelles apparaissent déjà certains thèmes qu'on retrouvera dans des œuvres ultérieures. Je pense en particulier au thème des petits incidents banals du quotidien qui peuvent donner lieu à des situations tragicomiques. Le quotidien comme lieu d'incidents tragicomiques, on le retrouvera donc plus tard par exemple dans une installation comme l'incident du bol renversé réalisé en 1994. Hier, j'ai eu une très mauvaise journée. De toute façon, au départ, je sentais bien que j'allais pas faire grand-chose d'intéressant. Ça a commencé dès le petit déjeuner parce que, en même temps que le petit déjeuner, je réfléchissais à ce que j'allais faire. Et je travaillais sur un projet. Et je sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai eu un faux mouvement ou un petit coup de nerf et j'ai renversé mon bol de chocolat. Le père de Pierrick, qui n'est pas du tout artiste, va lui prêter, alors qu'il n'a qu'une dizaine d'années, une petite caméra amateur, Super 8, et l'initier au cinéma d'animation et à la photographie. Pierrick fréquentera ainsi un laboratoire photo dans les sous-sols de la gare de Nantes, dans lequel il s'adonnera au tirage photographique et parfois à la réalisation de trucages. Alors voici une photo truquée, un peu maladroitement, c'est donc
la tête de sa grand-mère qu'il a montée sur son propre corps de préadolescent avec une technique dite du cache contre cache. C'est évidemment plus compliqué de faire ça à l'époque que de nos jours avec les applications de trucage pour smartphone. Et pour l'anecdote, sa grand-mère, ex-ouvrière à la biscuiterie Lu, Lefebvre-Utile à Nantes, sa grand-mère, donc, en voyant cette image et sachant que son petit-fils s'était acheté un appareil photo avec l'argent qu'elle lui donnait chaque mois, lui dit, je cite, « Si l'argent que je te donne te sert à faire des horreurs pareilles, tu n'auras plus un sou. » Et alors je vous montre également ceci. 2 images réalisées avec un Polaroid, bien avant celle qu'on vient de voir antérieurement. Pierrick devait juste là avoir 8 ans et il avait dessiné une soucoupe volante, une sorte de King Kong qu'il avait découpé et collé ensuite sur la fenêtre de sa chambre à un endroit précis, de sorte que les dessins s'intègrent au paysage. Il avait alors inventé cette astuce sans savoir que les professionnels du cinéma l'utilisaient à l'époque comme procédé de trucage sous le nom de matte painting ou de peinture sur verre. Ce genre d'expérience enfantine qui mélange image et réalité préfigure d'ailleurs un peu la technique dite du théâtre optique qu'il utilisera bien plus tard. Adolescent, il va réaliser plusieurs films un peu expérimentaux et qui affirment une vision assez sombre de l'existence. Voici un extrait d'un film réalisé à base de peinture et de pâte à modeler. Alors, on a vu qu'il y avait du texte qui apparaissait à la fin. C'est un poème écrit à la peinture sur une photographie. Adolescent, en effet, il écrit beaucoup de poèmes. Et à 17 ans, il écrit en particulier un roman-poème intitulé « Les traîtres mots », ouvrage d'inspiration surréaliste qui exprime une interrogation sur le langage lui-même et qui manifeste clairement un goût pour les jeux de mots. À cette époque, il s'intéresse à certains courants littéraires ou artistiques, alors le dadaïsme, l'oulipo, le théâtre de l'absurde, et la lecture du mythe de Sisyphe de Camus, tout comme la découverte de la psychanalyse freudienne, vont être pour lui des expériences assez marquantes, à une époque où, comme nombre d'adolescents, il s'interroge sur le sens de son existence. Alors après un bac littéraire, il va intégrer l'école normale, suivre une formation d'instituteur. Il développera en particulier un goût certain pour les cours de linguistique, ce qui l'amènera à être assez sensible à une approche du monde, disons, influencée par le courant de pensée dit structuraliste, mais bon, je n'ai pas le temps de développer ce sujet complexe. Je vous propose de regarder un extrait de Martin met ses lunettes, puis son chapeau, autofilmage de 1987, que l'artiste désigne, peut-être avec une certaine prétention, comme un film structuralisto-dadaïste. Martin met ses lunettes, puis son chapeau. 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 Martin met ses lunettes, puis son chapeau.
Oh merde! Oh merde! Donc j'avais pris un très bon départ et puis j'ai eu une hésitation au cours du second passage. Pourtant j'avais réussi parfaitement à éviter le pied caméra au cours de l'amorce du deuxième passage justement. Je pense que en revoyant le ralenti, je pourrais déterminer exactement la cause de cette erreur, que je ne sais pas exactement si je l'ai faite d'ailleurs. Bon, je pense que c'est pour moi cette défaite là, ce retard que j'ai pris, c'est une leçon et que je me préparerai encore mieux pour l'année prochaine et je pense que ça ira beaucoup mieux l'année prochaine. Hein. En 1982, il est alors instituteur, il réalise toujours des petits films, en général comiques, comme ce film d'animation où il interprète une chanson de sa composition. À cette époque, il prend conscience d'une chose, l'activité artistique orientée vers l'image animée, c'est ce qui le motive profondément. Il va donc prendre congé de l'éducation nationale et, faute de pouvoir intégrer une école de cinéma, il va intégrer l'école des beaux-arts de Nantes. Dans un premier temps, il s'essaiera des travaux photographiques, picturaux. Il réalisera quelques sculptures assez peu intéressantes, il faut le dire. Et ses influences sont à cette époque plutôt du côté du pop art, mais aussi de l'art conceptuel. Voici une photo qu'il considère comme conceptuelle. Alors on ne voit pas très bien, mais il s'est photographié en train de prendre une photo avec un appareil qui est en réalité une photo d'un appareil photo. Je ne sais pas si vous me suivez. En 1987, sur le conseil d'un de ses professeurs, il se recentre sur un travail filmique, en utilisant non pas la vidéo qui est encore peu accessible au grand public, mais en ayant recours au cinéma Super 8. Il va alors réaliser plusieurs autofilmages. Précisons qu'à cette époque, le fait de se filmer soi-même n'est pas du tout une chose courante, pour des raisons techniques en particulier. Et dans ces films très courts, il se met en scène lui-même dans des situations à travers lesquelles il porte un regard distancié sur la vie quotidienne et aussi sur la création artistique. L'autofilmage le plus connu s'intitule Les Réveils, mais je vous montre plutôt ici un extrait du film De belles sculptures contemporaines. J'ai réalisé de belles sculptures contemporaines. Je vais vous les montrer. J'ai réalisé de belles sculptures contemporaines. Je vais vous les montrer. De belles sculptures contemporaines se nourrissent de lait. Après l'obtention de son diplôme des Beaux-Arts, il va s'initier à la vidéo, et très vite il comprend que l'intérêt spécifique de ce médium, en regard du cinéma dit argentique, réside dans sa capacité à faire coexister dans un même instant la réalité et l'image de la réalité.
Il va ainsi réaliser quelques installations qu'il nommera participatives et qui consistent à impliquer le spectateur, malgré lui, dans le temps réel et dans une scénographie visuelle. Sa toute première installation de ce type s'intitule « La belle peinture est derrière nous » de 1989. Excuse me, please. Could you move? Because I'm looking at the beautiful painting behind you, and you prevent me to see it. En 1991, il va se faire connaître du grand public grâce à la télévision. Un journaliste bien connu à l'époque, Bernard Rapp, va en effet diffuser ses autofilmages dans une émission culturelle à forte visibilité, puisqu'à l'époque, les chaînes de télévision ne sont pas pléthores et que le réseau Internet n'a pas cours. Et suite à ce passage à la télévision, il va être invité à participer à une grande exposition collective au Musée d'Art moderne de la ville de Paris, où il se fera remarquer en présentant justement une installation participative assez amusante, intitulée Sans titre, mais que tout le monde appellera spontanément le coup de pied aux fesses. Il va ensuite réaliser des installations vidéo qu'il désigne sous le nom d'installations narratives et qui consistent à raconter des histoires ou à mettre en scène des situations proches parfois de la performance, et ce, en mettant en espace plusieurs moniteurs ou écrans de projection. Exemple, Une vie bien remplie de 1995, créée à Nantes à la chapelle de l'Oratoire. Nous voyons ici cette installation telle qu'elle fut présentée plus tard en 2017 dans une galerie de Pékin. Une vingtaine de petits écrans montrent des actions du quotidien en boucle. L'installation joue sur un effet burlesque tout en exprimant l'angoisse que peut susciter une vie dominée par la répétition quotidienne de gestes très mécaniques. À côté de ces installations, il réalise toujours de très courts métrages en se filmant lui-même. Et grâce aux possibilités de trucage de la vidéo, il va commencer à se dédoubler, à interpréter plusieurs personnages. Il réalise ainsi en 1994 une petite série pour la télévision, Pierrick et Jean-Loup. Et il ira jusqu'à interpréter ensuite en 2005 plus de 80 personnages dans un même plan séquence. Nous allons voir ici un extrait de Jean-Loup et les jeux vidéo, où deux frères jumeaux en proie à l'ennui créent eux-mêmes une sorte de jeu vidéo, évidemment très décalé. Alors on s'est filmé, chacun notre tour dans le jardin, on faisait semblant d'éviter des projectiles. Et puis en gros plan aussi. Et puis après on a installé la petite télé et on a pris des œufs et puis il fallait qu'on tire chacun notre tour dans l'autre quand il montrait sa tête. Et puis on avait la petite caméra, on refilmait quand on jetait les œufs, comme ça après on pouvait regarder pour compter les points en passant au ralenti, c'était bien comme au tiercé.
Et là, c'est un film très panoramique, portrait de ville, réalisé dans le cadre d'une commande de la ville de Nantes, et dans lequel il interprète 80 personnages ayant plus ou moins rapport avec l'histoire de la ville. Alors je reviens un peu en arrière, en 1995, Pierrick Saurin, après avoir observé de manière fortuite des reflets d'images dans une baie vitrée, invente, ou croit inventer, un dispositif qui lui permet de créer des sortes d'hologrammes. Alors quelques mois plus tard, il découvrira que le procédé existe déjà et qu'il fut inventé au XIXe siècle pour créer des apparitions de fantômes sur des scènes de théâtre. C'est la technique dite du Pepper's Ghost, du nom de son inventeur Peppers, et qui aujourd'hui est plus couramment appelée théâtre optique. Alors cette appellation théâtre optique est en vérité peu pertinente puisque le théâtre optique est une invention de Charles-Émile Reynaud, grand pionnier du cinéma, et laquelle n'a pas grand-chose à voir avec le Pepper's Ghost. Mais enfin, passons sur ces questions techniques. Les dispositifs de Saurin, eux, s'apparentent à de petites mises en scène théâtrales, où généralement un personnage filmé apparaît de manière virtuelle dans un décor réel et bien palpable. Voici un exemple de dispositif à effet holographique réalisé pour la Philharmonie de Paris en 2021. À travers cette fenêtre, on voit donc une scénette qui montre deux personnages qui actionnent des machines musicales. Et plus ils les actionnent vite, plus la musique s'accélère. C'est un morceau de Steve Reich, Six Marine Bass, qui a été un petit peu trituré pour l'occasion. Celui-ci est assez sophistiqué, puisque un des personnages pédale sur un vrai vélo miniature, dont la vitesse des roues est synchronisée au mouvement de pédalage plus ou moins rapide du personnage, qui lui est virtuel. Ces dispositifs optiques, de par leur aspect magique, vont avoir un certain succès et il va en réaliser plus d'une soixantaine, en particulier dans le cadre de commandes libres ou sur des thèmes imposés et qui émanent d'institutions culturelles et parfois d'entreprises. On voit ici un autre dispositif holographique créé pour l'industrie française de la dentelle avec des personnages virtuels à échelle humaine. Et c'est une autre personnalité d'origine nantaise, Anna Mouglalis, qui joue avec Pierrick Saurin. En 2006, l'artiste est contacté par le directeur du théâtre musical du Châtelet à Paris, Jean-Luc Choplin, un homme qui connaît bien les dispositifs à effet holographique de Pierrick, et qui va lui proposer de mettre son sens de l'humour et son goût du trucage au service de la mise en scène d'opéra. Mais je ne développerai pas ici cet aspect du travail de Pierrick Saurin qui fera l'objet d'une autre intervention de ma part, essentiellement orientée vers le travail qu'il a mené pour la scène. Juste un bref extrait de La Belle Hélène d'Offenbach, scénographiée par l'artiste en 2015. Notons aussi que l'artiste a écrit et mis en scène un spectacle théâtral en 2010. C'est une pièce intitulée 22h13, ce titre peut changer d'une minute à l'autre, et qui présente la journée d'un artiste vidéaste dans son atelier. Cet artiste crée en direct, sous les yeux des spectateurs, des œuvres vidéo. Le processus de création et son résultat sont simultanément visibles, et une voix off nous fait partager les sentiments et les doutes que l'artiste nourrit à l'égard de son travail.
Autant Pierrick Saurin est à l'aise seul devant une caméra, autant face à un public il ne l'est pas. Et de ce fait, il a confié le rôle de l'artiste à un comédien, Nicolas Sancier, qui a su s'approprier la manière d'être et de travailler de l'artiste. Des flammes d'une manière assez réaliste. Et pour terminer ce survol rapide du parcours de Pierrick Saurin, notons qu'il a également mené quelques expériences dans le domaine de la création d'images en 3D relief, et que depuis 2006, il écrit des petites chroniques sur son quotidien d'artiste pour un magazine culturel ayant pour nom Costard. Et ceux qui voudraient en savoir plus sur cet artiste pourront consulter le site Costard avec un K, rubrique Le mois dernier, mois sans S, par Pierrick Saurin. Voilà, merci pour votre écoute et je vous souhaite de poursuivre agréablement la visite de cette exposition.